Avez-vous déjà entendu parler de cet homme souriant, à l'air avenant, et qui semble sorti tout droit de la jet-set? On raconte que son corps carbonisé fut retrouvé dans l'incendie de sa maison, sans que l'on ait pu formellement identifier son cadavre. Dans le département de la Haute-Saône, le petit village de Traves, près de Vesoul, va vivre en juillet 1976 un épisode qui embrassera toute la région, déchaînera les plus folles rumeurs, l'action de la presse internationale et une longue affaire judiciaire. C'est que l'homme n'est pas le dernier des inconnus. Tout commence en 1933. À l'âge de 18 ans, un certain Joachim Peiper s'engage dans les jeunesses hitlériennes. À dater du 24 avril 1935, Peiper participe à la première session de cours de la nouvelle école des officiers SS. Les cours dispensent une formation militaire et une substantielle formation idéologique. Elle contribue à former les cadres des futures unités combattantes de la Waffen-SS, mais aussi des camps de concentration nazis. En 1936, à l'âge de 21 ans, il commence son service dans la division SS Adolf Hitler, sous le commandement de Sepp Dietrich, puis il est détaché en 1938 à l'état-major du Reichsführer SS, Heinrich Himmler. Peiper est promu au grade d'adjudant le jour de son 24e anniversaire. C'est à ce moment qu'il fait la rencontre de sa future épouse. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, ce qui marque le début de la Seconde Guerre mondiale. Conformément à ses fonctions, Peiper suit cette campagne dans l'entourage direct de Himmler, puisqu'il voyage à bord de son train. Durant l'invasion, il est très proche de ce dernier, et rien de ce qu'il fait ou décide ne lui échappe. Ainsi, le 20 septembre, il est à Blomberg, lorsqu'une vingtaine de Polonais sont fusillés en présence d'Himmler. Le 17 mai 1940, comme lors de la campagne de Pologne, il accompagne Himmler qui suit l'avance des troupes SS lors de la bataille de France. Se rendant à Dijon, puis à Vesoul en compagnie d'Himmler, il passe à Traves. La vallée bucolique de la Saône lui plaît beaucoup et il ne manquera pas de la faire découvrir plus tard à ses visiteurs. Durant cette période, il obtient rapidement l'accord d'Himmler pour se joindre à une unité combattante. Il est affecté comme chef d'escouade à la 11e compagnie de la 1re division SS Leibstandard Adolf Hitler, avec laquelle il reçoit son baptême du feu. Il a très rapidement l'occasion d'exercer le commandement de cette compagnie, à la tête de laquelle il va gagner la Croix de Fer et sa promotion au grade de capitaine. C'est en février 1941 qu'Himmler informe son subordonné de l'imminence d'une attaque contre l'Union soviétique. Le 22 juin 1941 marque le début de l'opération Barbarossa. Peiper prend alors le commandement de la 1re division SS Leibstandard Adolf Hitler. Déployé sur le front sud en direction de la mer Noire, il participe avec sa compagnie aux assauts contre Rostov-sur-le-Don. Il se distingue par sa combativité, mais son unité enregistre des lourdes pertes. En outre, les premiers massacres de prisonniers préfigurent ce que sera la guerre à l'Est. Durant toute sa progression,
la Leibstandarte est suivie de près par le Einsatzgruppe, qui, sur les arrières de la division, organise l'extermination des Juifs. L'Einsatzgruppe poursuit ses opérations même lorsque l'hiver met un terme momentané aux opérations militaires. En 1943, la situation sur le front de l'Est, notamment à Stalingrad, s'est dégradée. Le bataillon de Peiper arrive dans la région de Kharkov, où il est immédiatement envoyé sur le front. Comme toute l'armée allemande dans ce secteur, la Leibstandarte Adolf Hitler se trouve engagée dans une bataille défensive. Peiper perce le front ennemi. C'est à la même époque que le mythe du chef de guerre exceptionnel qu'est Peiper voit le jour. La propagande SS forge ainsi le mythe de l'archétype de guerre Waffen-SS, dont Peiper est le premier bénéficiaire. À ce moment, en tant que commandant d'une unité d'infanterie, rien ne laisse supposer qu'il éprouve le moindre remords pour les crimes de guerre auxquels son unité a participé ou assisté. Quelques mois plus tard, la division SS Leibstandarte prend part à la bataille de Kursk avec 1200 chars. Peiper capture plusieurs généraux de l'armée Yukov. Une fois encore, l'unité de Peiper se distingue, ce qui lui vaut l'honneur de recevoir la croix de chevalier avec feuille de chêne. La division SS Leibstandarte Adolf Hitler quitte alors la Russie et elle prend la direction de l'Italie afin de participer au désarmement des forces italiennes qui viennent de capituler. Le 19 septembre, Peiper est confronté aux partisans qui capturent 2 de ses hommes dans le village de Bove, dans le Piémont. En représailles, toutes les maisons sont incendiées et beaucoup de personnes sont assassinées. Selon un récit ultérieur de Joachim Peiper, son unité n'aurait commis aucun massacre de civils. Le débarquement de Normandie en juin 1944 verra encore la division SS Adolf Hitler sur le front ouest. Mais celle-ci perdra au cours des combats 25% de son effectif. À l'automne, ce seront les combats sur la frontière allemande. Peiper est considéré comme le pompier volant du Troisième Reich. Son groupement tactique se voit alors assigner la mission de percer les lignes américaines et de se ruer sur la Meuse afin d'établir une tête de pont. Le 17 décembre 1944, les unités de Peiper massacrent 80 prisonniers américains, non loin de Malmedy, en Belgique. Le 8 mai 1945, la capitulation de l'armée allemande est signée. Peiper, qui, quelques mois plus tôt, avait été promu colonel, reste introuvable. Finalement, il est arrêté en Autriche et transféré au camp d'interrogatoire de la 3e armée américaine, puis présenté au tribunal de Dachau. Les chefs d'accusation portent sur le massacre de plus de 300 prisonniers de guerre américains. Peiper est condamné à la pendaison, mais l'avocat de la défense démontre que les interrogatoires et l'instruction ont de graves manquements et sont entachés d'irrégularités. La sentence adressée à Peiper, pourtant prononcée à 5 reprises, est commuée en 35 années de prison.
En 1956, il obtient une libération conditionnelle. Avec la complicité d'anciens nazis, il décroche un poste de chef de vente dans l'usine Porsche. C'est dans ces années-là qu'il se fait construire une villa à Traves, en bord de Saône, dans un endroit à l'écart du village dénommé le Renfort, où il se fait oublier, menant une vie discrète en compagnie de sa femme. Une boîte aux lettres à son nom est placée en bordure de route, disposée sur une clôture à vaches. Cependant, il reçoit régulièrement, mais discrètement, la visite d'anciens compagnons d'armes de la SS. Certains ne trouveront jamais le chemin pour parvenir au renfort, tant celui-ci est dissimulé par un bouquet d'arbres. Mais voilà, tout change au cours du mois de juin 1976. Un ancien résistant communiste, Paul Cacheux, découvre la présence de Piper à Traves. Commerçant à Vesoul, il lui a procuré du grillage pour l'enclos des chiens que Piper possède au renfort. Le Parti communiste informé révèle l'affaire et réclame son expulsion de France. Avertis, les anciens antifascistes italiens réclament aussi sa tête. Une campagne de délation s'installe. Indésirable aux yeux de tous et en particulier aux yeux des démocrates allemands, l'ancien colonel SS, toujours resté nazi à l'âge de 61 ans, aura vécu 4 années de paix relative dans son petit Traves. Dans la nuit du 13 au 14 juillet, vers 1h du matin, à l'heure où les derniers flonflons de la fête nationale s'éteignent, la villa cachée de Piper est en flammes. Plusieurs coups de feu ont été entendus, mais on pense à des pétards. Qui a allumé le feu au lieu-dit le Renfort? Personne n'ose imaginer, dans la vallée de la Saône, que dans les décombres de sa maison, on retrouve à l'aube un corps méconnaissable, réduit à moins d'1 mètre. On aurait dit un gros chien ou un méchoui, déclare l'un des témoins de la scène macabre. La momie est pourtant bien humaine. La presse nationale se déchaîne. Non, Piper n'est pas mort à Traves. C'était encore l'opinion qui prévalait toujours en France et en Allemagne 10 ans après les faits. Il continue d'envoyer du courrier et des cartes postales d'Espagne, affirmaient certains. Quoi? L'homme le plus haï de la Waffen-SS, ami intime d'Himmler, qui était intervenu sur tous les fronts de la guerre, qui avait échappé aux explosions des chars américains et à la mitraille russe, que les Anglo-Américains avaient condamné à la pendaison comme ennemi numéro 1, lui, Joachim Piper, toujours sur ses gardes, averti de tous les dangers, aurait été piégé dans son refuge comme un lapin de Garenne. Quelle blague! À Traves, petit village de 343 âmes, personne n'y croyait. L'enquête judiciaire commence. Des moyens considérables sont engagés. On sollicite Interpol, tant aux États-Unis qu'en Allemagne. Le renfort est survolé en hélicoptère. La police judiciaire établit plus de 150 procès-verbaux. Des hommes grenouilles draguent la Saône pendant 3 jours. La fosse septique est vidée. Des radiesthésistes proposent leurs pendules. 3 grands pontes de l'expertise judiciaire de réputation internationale sont mobilisés. À Traves, il s'agit de donner un nom, et un seul, aux cadavres retrouvés. Les experts emportent des prélèvements pour comparer le groupe sanguin. Mais aucune trace de celui de Piper ne subsiste en Allemagne. On va même comparer l'attitude du cadavre avec certaines photographies de Piper. Crime, suicide ou simple disparition de Traves? En définitive, et après de longs mois d'investigation, rien ne s'oppose à ce que le corps retrouvé soit celui de Joachim Piper, concluent les experts et les magistrats,
chargé de l'enquête qui s'arrête là. Une thèse officielle qui prête d'autant plus à la contestation qu'un non-lieu est prononcé au terme de 6 années d'enquête criminelle, comme si le doute sur la victime fut nourri par l'incertitude d'agresseur. Mais beaucoup pensaient qu'il y avait des pressions pour que l'affaire Paper finisse de disparaître des écrans radars, alors qu'elle aurait pu se terminer par un simple non-renouvellement de permis de séjour du protagoniste en février 1977. Quelqu'un a voulu faire justice au nom de la France. D'ailleurs, la date du 14 juillet, jour d'incendie, n'est pas anodine.